Le 12 avril 2016, le soleil du matin projetait de longues ombres sur une propriété rurale située à l'extérieur d'Ocala, en Floride. Une ancienne grange transformée se dressait à l'écart, au milieu d'un terrain d'environ 2 hectares. À l'intérieur étaient gardés 47 serpents venimeux provenant de 6 continents. Le voisin le plus proche habitait à près de 800 mètres. Derrière les broussailles de palmiers nains, il ignorait tout de la collection mortelle entretenue sur cette propriété. Michael Peterson avait 47 ans. Autrefois étudiant en herpétologie à l'Université de Floride, il avait abandonné ses études pendant sa 3e année. En 22 ans, il s'était forgé une réputation dans les milieux clandestins consacrés aux animaux exotiques. On le considérait comme un éleveur intrépide, prêt à prendre des risques que d'autres jugeaient insensés. La propriété, héritée de son grand-père, avait été convertie en serpentarium improvisé. Michael y avait installé un système de régulation de la température, ainsi que des enclos fabriqués à partir d'auges pour le bétail et d'aquariums modifiés. 4 ans plus tôt, sa femme avait demandé le divorce. Elle était repartie à Jacksonville avec leurs enfants, car l'obsession de Michael avait fini par engloutir leur mariage et leurs finances. Pour gagner sa vie, il vendait illégalement des animaux à des collectionneurs privés. Il ne possédait des autorisations que pour un nombre limité d'espèces, alors que 47 serpents venimeux vivaient sur les lieux. Michael avait déjà survécu à 3 envenimations. À 29 ans, un cobra cracheur l'avait mordu à l'avant-bras, l'obligeant à être hospitalisé. 5 ans plus tard, un mocassin à tête cuivrée lui avait planté ses crochets dans la main. Puis, en 2012, une vipère de Malaisie l'avait frappé au mollet. Il avait alors reçu un antivenin à l'hôpital avant de rester une semaine sous surveillance. Chaque fois qu'il survivait, son assurance grandissait. Dans le même temps, sa réputation de manipulateur téméraire se renforçait. La pièce maîtresse de sa collection était un cobra royal d'une taille exceptionnelle. Le serpent mesurait plus de 4,30 mètres. Michael l'avait acheté $8 000 et l'avait installé dans une auge modifiée d'environ 2,40 mètres de long sur 1,20 mètre de large. Ce mardi matin-là, Michael se réveilla avec une légère gueule de bois. Il était 8h45 lorsqu'il se leva, puis se dirigea vers la grange. À l'intérieur, il commença ses vérifications habituelles. Il remarqua que le cobra royal n'avait rien mangé depuis presque 3 semaines, un délai plus long que son rythme d'alimentation normal. La procédure habituelle imposait de rester à distance. Michael aurait dû utiliser un crochet d'environ 90 cm, auquel un rat était solidement maintenu. Mais cette fois, il choisit de placer lui-même un rat vivant dans l'enclos, dans l'espoir de provoquer une réaction alimentaire. Vers 9h30, il déverrouilla le couvercle. Il se pencha au-dessus de l'ouverture et tendit la main gauche, dans laquelle le rat se débattait, en direction du coin le plus éloigné. Pour garder l'équilibre, sa main droite agrippait le bord de l'auge. Une grande partie de son buste se trouvait alors directement au-dessus de l'enclos. Le cobra royal est le plus long serpent venimeux du monde. Il peut soulever près d'1 tiers de son corps tout en déployant entièrement sa coiffe. Lorsqu'il se dresse, sa tête peut atteindre la poitrine d'un adulte debout. Cette espèce est également capable d'injecter l'une des plus grandes quantités de venin parmi les serpents. Ces puissantes neurotoxines peuvent interrompre le fonctionnement du système nerveux et paralyser les muscles respiratoires. Le cobra royal est très attentif à son environnement. Il possède une perception précise de l'espace et peut garder en mémoire ce qu'il considère comme une menace. Le serpent reposait au fond de l'enclos. Son corps était partiellement dissimulé par le substrat et par l'ombre. Les mouvements affolés du rat provoquèrent une réaction immédiate. L'immense cobra jaillit vers le haut. Sa coiffe se déploya tandis qu'il franchissait la distance en une fraction de seconde. Michael resta immobile. Puis le serpent frappa. D'après la reconstitution, l'impact fut aussi brutal que soudain. 2 perforations profondes furent retrouvées sur l'avant-bras droit de Michael, juste sous le coude. Elles correspondaient à une morsure de cobra royal. Les lésions observées autour des plaies indiquaient que le serpent avait probablement maintenu sa prise pendant un bref instant avant de lâcher. Il s'était ensuite replié dans son enclos.
Des traces de frottement près de l'auge montrèrent que Michael avait trébuché en reculant juste après la morsure. Du sang s'était accumulé sous son bras, tandis que 2 séries distinctes de gouttes marquaient le sol en béton. Les enquêteurs ne trouvèrent aucune preuve qu'il avait comprimé les plaies. Son téléphone ne contenait aucun appel sortant vers les secours. L'emplacement des taches de sang et celui du téléphone, retrouvé sur un établi situé à environ 4,60 m de l'enclos, laissèrent penser qu'il avait tenté de s'éloigner peu après l'attaque. La suite fut reconstituée à partir des indices présents dans la grange. Le téléphone gisait finalement sur le sol, près de l'établi. Son écran indiquait plusieurs tentatives infructueuses de déverrouillage. Des traînées supplémentaires, visibles sur le mur et sur le bord de l'établi, suggéraient que Michael perdait progressivement sa coordination. Une atteinte neurologique provoquée par le venin expliquerait cette disparition rapide de la motricité fine. Ses doigts ne répondaient plus correctement, au moment même où il avait besoin de son téléphone. D'autres traces montraient que la faiblesse progressait. Des résidus de salive et plusieurs objets déplacés près de l'établi correspondaient à des difficultés croissantes pour avaler. Plus bas sur le mur, les enquêteurs relevèrent des empreintes digitales et des marques partielles de mains. Michael semblait s'être appuyé contre la paroi pour ne pas tomber, tandis que ses muscles perdaient leur force. Son corps fut découvert à une courte distance de l'établi, couché sur le côté. Des ecchymoses à l'épaule et à la tête correspondaient à une chute sur le sol en béton. Il ne présentait aucune blessure défensive. Aucune trace ne montrait qu'il avait essayé de ramper. Après son effondrement, la paralysie avait vraisemblablement progressé trop vite pour lui permettre de bouger. L'arrêt respiratoire était survenu ensuite. La position du corps et l'absence de marques au-delà du point de chute indiquaient que Michael était resté exactement là où il s'était écroulé. Le médecin légiste conclut que les muscles indispensables à la respiration avaient été paralysés. Son souffle était devenu superficiel et inefficace, avant de s'interrompre complètement. Son cœur avait continué à battre pendant un court moment après l'arrêt de la respiration. Il avait ensuite cessé de fonctionner à cause du manque d'oxygène provoqué par l'envenimation neurotoxique. Le lendemain matin, un voisin qui inspectait les clôtures longeant sa propriété aperçut la porte ouverte de la grange. Des adjoints du shérif arrivèrent moins de 20 minutes plus tard, suivis par des agents de la commission de Floride chargés de la faune sauvage et de la pêche. Les inspecteurs recensèrent 47 serpents venimeux. 35 d'entre eux étaient détenus en dehors des limites autorisées. La cause officielle du décès fut enregistrée comme une insuffisance respiratoire consécutive à une morsure de serpent venimeux. Tous les serpents encore vivants furent transférés vers des établissements agréés. Le 19 août 2015, Arjun Deshmukh se leva avant l'aube dans le village de Khanapur, dans l'État indien du Maharashtra. La mousson avait atteint son apogée. Dans les zones agricoles les plus basses, les rizières étaient inondées jusqu'aux genoux. Les pluies torrentielles tombées pendant les 3 jours précédents avaient chassé de nombreux animaux de leurs abris habituels. Des serpents avaient gagné les cultures, où de petites buttes constituaient les seuls refuges encore émergés. Arjun avait 34 ans. Il travaillait à une rizière d'environ 1,20 hectare héritée de son père. Cette terre permettait à peine de faire vivre sa femme, leurs 4 enfants âgés de 3 à 12 ans, ainsi que sa mère âgée. Toute la famille partageait une maison d'une seule pièce, à la limite du village. Le foyer vivait avec environ $700 par an. Presque tout dépendait de la récolte de riz, complétée à l'occasion par quelques travaux saisonniers. Le champ d'Arjun se trouvait à environ 2,4 km du centre du village. Pour s'y rendre, il fallait suivre un étroit chemin de terre qui devenait glissant et irrégulier pendant la mousson. Cette journée commença à 4h45. Arjun avala rapidement un thé au lait épicé, puis partit à 5h10. Il emportait une faucille recourbée et un petit morceau de tissu destiné à essuyer la transpiration et l'eau de pluie sur ses mains. Les plants de riz mesuraient environ 1,20 m. Chargés de grains encore en développement, ils se courbaient au-dessus de l'eau boueuse. De nouvelles tempêtes étaient annoncées pour l'après-midi. Il fallait donc avancer tôt, avant que les vents ne couchent les cultures. Arjun portait de minces vêtements en coton et marchait pieds nus.
Cette pratique était courante chez les petits agriculteurs de la région, car elle leur permettait de mieux sentir leurs appuis dans la boue et dans l'eau. Il entra dans le champ par l'angle sud-ouest, puis il s'enfonça dans l'eau brune qui lui montait jusqu'aux genoux. Il commença à couper les tiges de riz avec méthode. Il les rassemblait à la main, formait des bottes, puis les déposait sur les étroites levées de terre séparant les rangées. La végétation dense limitait la visibilité à environ 1 mètre. Sous la surface opaque, il était impossible de distinguer la forme du sol ou ce qui pouvait s'y cacher. La vipère de Russell compte parmi les serpents les plus dangereux d'Asie. Chaque année, elle est responsable de milliers d'envenimations dans le sous-continent indien. Un adulte mesure généralement entre 90 cm et 1,50 m. Son corps épais porte des motifs géométriques très marqués, qui lui offrent un camouflage redoutable parmi la boue, la paille et les végétaux en décomposition. Son venin est principalement hématotoxique. Il perturbe la coagulation, endommage les vaisseaux sanguins et peut provoquer des saignements progressifs, ainsi que de graves complications dans tout l'organisme. Les rencontres se multiplient pendant la mousson. Les inondations poussent les vipères vers les champs cultivés, tandis que les agriculteurs doivent travailler pieds nus dans une eau trouble où ils ne voient presque rien. Ce matin-là, une vipère s'était réfugiée sur une petite butte de boue située entre 2 rangées de riz. Le monticule dépassait juste assez pour rester hors de l'eau. Les teintes brunes et fauves du serpent se confondaient avec les débris environnants. Vers 6h25, le trajet suivi par Arjun l'amena directement dans la rangée où l'animal reposait. Son pied gauche se posa sur le milieu du corps de la vipère. La riposte fut immédiate. Les crochets pénétrèrent dans la partie extérieure de sa cheville gauche. Le serpent injecta clairement son venin, puis lâcha prise et disparut dans la rizière inondée. 2 perforations étaient visibles juste au-dessus de l'os de la cheville. Du sang commença à perler autour des plaies. Presque aussitôt, une douleur brûlante se propagea depuis le point de morsure. En quelques minutes, la cheville se mit à gonfler. La peau se tendit à mesure que le liquide s'accumulait dans les tissus. Puis la coloration de la peau s'assombrit progressivement. Des ecchymoses s'étendirent autour de la blessure. Arjun lâcha sa faucille et prit la direction du village. Sur le chemin boueux, il avançait lentement. Chaque pas envoyait une décharge de douleur le long de sa jambe. Le gonflement augmentait et l'articulation devenait de plus en plus raide. Lorsqu'il eut parcouru la majeure partie du trajet, plus de 30 minutes s'étaient déjà écoulées depuis la morsure. Il ne progressait plus que par petits pas irréguliers. À mesure que le venin agissait, d'autres symptômes apparurent. Arjun fut pris de nausées, puis vomit à plusieurs reprises le long du chemin. Du sang s'est mis à couler de ses gencives et de son nez. Son organisme ne parvenait plus à coaguler correctement. Des traces rouges devinrent visibles sur ses vêtements et sur ses mains. Sa vision se brouillait par moments. Sa faiblesse physique devenait évidente. Il devait lutter pour rester en équilibre. Près de l'entrée du village, moins d'1 heure après la morsure, ses mouvements devinrent complètement instables. Il réussit encore à faire quelques pas, puis s'effondra face contre terre dans la boue. Le sang continua de s'écouler de son nez et de sa bouche. Sa respiration devint rapide et superficielle. À bout de force, il resta allongé là où il était tombé. Lorsqu'Arjun ne fut pas rentré au lever du soleil, son fils Rohan partit à sa recherche. Vers 7h30, le garçon trouva son père immobile sur le chemin. Il courut jusqu'au village pour demander de l'aide. Plusieurs agriculteurs se mobilisèrent, mais personne à Khanapur ne possédait de véhicule. Un homme fut envoyé en courant vers un village plus important, situé à environ 3 km de Sang. Près de 40 minutes s'écoulèrent avant l'arrivée d'une moto. L'hôpital se trouvait à environ 56 km. Il fallait emprunter des routes détrempées, déformées et difficiles. Le trajet dura plus d'1 heure et demie. Arjun mourut peu avant d'y arriver. Son décès illustrait une tragédie qui se répète chaque année dans les campagnes indiennes. Pendant la mousson, les morsures de vipères de Russell deviennent particulièrement meurtrières lorsque les hémorragies provoquées par le venin se combinent à un accès trop lent aux soins médicaux. Le 7 janvier 2017,
Une chaleur écrasante régnait dans l'intérieur australien. À midi, la température atteignait déjà 42 degrés Celsius. La terre rouge cuisait sous le soleil. L'air était lourd, brûlant et presque immobile. La station d'élevage où travaillait Liam Parker s'étendait sur environ 607 km² de broussailles semi-arides. Elle se trouvait à plus de 200 km à l'ouest de Longreach, dans le centre du Queensland. La propriété fonctionnait comme une installation autonome. Les réserves de carburant, les hangars à machines et les logements des employés étaient regroupés autour d'une cour centrale. Des kilomètres de clôture séparaient cette zone des pâturages. Liam avait 19 ans. Originaire d'une banlieue de Brisbane, il avait quitté l'université et accepté cet emploi pour gagner en indépendance et découvrir une vie éloignée de la ville. Le travail lui offrait un salaire régulier, de longues journées et un isolement total. Sur les réseaux sociaux, Liam publiait fréquemment des photographies et de courtes vidéos de son quotidien dans l'intérieur du pays. Environ 12 000 personnes suivaient ces images de rassemblements de bétail, de paysages ouverts à perte de vue et de machines lourdes. Il travaillait dans la station depuis 8 mois comme employé polyvalent. Ses tâches alternaient entre la réparation des clôtures, l'entretien de la cour et la maintenance du matériel. Dès sa première semaine, Liam avait assisté avec les autres nouveaux employés à une séance de sécurité obligatoire. La direction avait insisté sur les dangers de la chaleur, des engins lourds et des animaux venimeux. Une consigne avait été répétée plusieurs fois. Il ne fallait jamais s'approcher d'un serpent ni tenter de le manipuler, quelles que soient les circonstances. Le règlement de la station exigeait que tout serpent soit signalé. Les employés devaient ensuite le laisser repartir sans intervenir. Liam avait confirmé qu'il avait compris, puis avait repris son travail. Ce samedi-là, la chaleur extrême imposait une interruption des activités extérieures autour de midi. La plupart des employés restaient dans les logements ombragés ou se reposaient près des ventilateurs et des réservoirs d'eau. Liam, lui, se dirigea vers le hangar à matériel situé à la limite de la cour. Autour du bâtiment se trouvait de la terre compactée, des barils de carburant, des matériaux de clôture et plusieurs véhicules garés. Tous projetaient des zones d'ombre intermittentes. Peu avant 13 heures, Liam aperçut un grand serpent le long des fondations du hangar. L'animal reposait dans une bande partiellement protégée du soleil. Il mesurait environ 1,50 m. Son corps mince et sombre se confondait avec la terre et le béton. En raison de son apparence et de la région où il avait été observé, le serpent fut ensuite identifié comme correspondant probablement à un taipan du désert, également appelé serpent féroce. Cette espèce extrêmement venimeuse peut être rencontrée occasionnellement dans les régions reculées du centre du Queensland. Le venin du taipan du désert contient de puissantes neurotoxines et myotoxines. Elles peuvent rapidement perturber la transmission nerveuse, le fonctionnement des muscles et la coagulation du sang. L'envenimation peut progresser à grande vitesse. Des symptômes graves sont susceptibles d'apparaître en quelques minutes. Bien qu'il cherche normalement à éviter les humains, le taipan du désert peut frapper pour se défendre s'il se sent acculé ou menacé. Il est alors capable de mordre plusieurs fois avec une rapidité extrême. Le serpent resta immobile lorsque Liam s'approcha. Mais quand le jeune homme réduisit encore la distance, l'animal changea de position. Il enroula étroitement son corps et leva la tête. Liam contourna l'angle du hangar, puis revint avec un piquet en bois et une vieille tête d'oreiller en toile. Ces objets servaient habituellement à manipuler de la nourriture pour le bétail ou à ramasser des débris. L'espace étroit entre le mur du hangar et les équipements garés limitait les possibilités de fuite du serpent. Liam avança jusqu'à se trouver à moins de 2 mètres. Lorsque le piquet se rapprocha, le serpent frappa pour se défendre et heurta le bois. Liam recula, puis avança de nouveau en tendant la tête d'oreiller. 2 attaques suivirent presque instantanément. La première morsure atteignit sa main gauche. La seconde frappa presque aussitôt son avant-bras droit. Le serpent se glissa ensuite sous un véhicule voisin et disparut. Liam fit un pas en arrière et baissa les yeux vers ses bras. 2 perforations étaient visibles. Du sang s'écoulait des 2 zones mordues. En quelques minutes, la douleur s'intensifia et remonta rapidement le long de ses membres.
Malgré la chaleur sèche, il se mit presque immédiatement à transpirer abondamment. Puis vinrent les nausées et les vertiges. Son état se dégrada très vite. En moins de 15 minutes, une faiblesse musculaire apparut. Elle toucha d'abord ses mains et ses avant-bras, avant de gagner ses épaules et ses jambes. Sa respiration devint difficile, tandis que sa coordination commençait à disparaître. Liam tenta de rejoindre les bâtiments principaux de la station, situés à environ 400 mètres. Il dut cependant s'arrêter à plusieurs reprises. Il s'appuyait sur les clôtures et sur les équipements pour ne pas tomber. Moins de 30 minutes après les morsures, sa démarche s'effondra complètement. Ses jambes cédèrent à la limite de la cour et il tomba sur la terre rouge. Il essaya une dernière fois de se redresser en poussant sur ses bras, puis il resta allongé. Sa respiration était devenue superficielle et la paralysie continuait de progresser. Peu après 13h30, un employé remarqua l'absence de Liam. Une courte recherche fut organisée dans la cour et autour des hangars. Vers 13h40, le jeune homme fut retrouvé inconscient près de la zone du matériel. La direction fut immédiatement prévenue et les procédures d'urgence furent déclenchées. Un appel fut lancé afin d'obtenir l'intervention d'un avion médicalisé. L'appareil fut envoyé, mais l'isolement de la station imposait un temps de trajet considérable. Lorsque l'équipe médicale arriva enfin, Liam fut déclaré mort sur place. La cause du décès fut attribuée à une envenimation neurotoxique rapide provoquée par un taipan du désert. La chaleur extrême et l'absence d'un antivenin disponible immédiatement avaient encore aggravé la situation. Après l'incident, la direction de la station mena un examen officiel de ses procédures de sécurité. Le 23 novembre 2014, un chantier avançait au cœur de la forêt tropicale dense de l'État du Pará, au Brésil. Les travaux d'élargissement de la route fédérale brésilienne 163 avaient commencé 7 mois plus tôt. Le projet ouvrait un corridor de 50 mètres de large à travers une jungle jusque-là intacte. En milieu de matinée, la température atteignait déjà 34 degrés Celsius et l'humidité approchait 90%. L'air était lourd. Une brume persistante limitait la visibilité le long de la zone défrichée, tandis que la végétation dense se pressait de chaque côté. Au-delà de cette bande ouverte, la canopée se refermait presque immédiatement. La distance entre les zones de travail actives et l'habitat de la faune sauvage était donc minime. Marcos Ferreira avait 41 ans. Contremaître expérimenté, il travaillait depuis 18 ans sur des projets d'infrastructures dans le nord du Brésil. Cet élargissement routier constituait la mission la plus importante de sa carrière. Il dirigeait 23 ouvriers chargés de couper la végétation, d'organiser les matériaux et de préparer la chaussée avant le passage des machines lourdes. Le chantier disposait de très peu d'installations permanentes. Les équipes dépendaient d'abris temporaires, de dépôts de carburant et de convois quotidiens qui parcouraient de longues distances sur des routes encore inachevées. Les conditions de travail étaient éprouvantes. La semaine précédente, un membre de l'équipe de Marcos avait été mordu par une vipère fer-de-lance alors qu'il déplaçait des broussailles. L'ouvrier avait survécu après avoir reçu un antivenin dans un hôpital situé à près de 4 heures de trajet. Des réunions de sécurité étaient organisées régulièrement, mais sur le terrain, les contraintes du projet prenaient souvent le dessus sur les règles. Le chantier accusait déjà 3 semaines de retard. Les entreprises impliquées risquaient des pénalités financières de plus en plus lourdes si le calendrier glissait davantage. Les rencontres avec des animaux sauvages étaient considérées comme inévitables. Pour maintenir le rythme, les inspections réglementaires des matériaux étaient souvent écourtées. Ce matin-là, l'équipe devait réorganiser des planches de bois empilées au bord du corridor défriché. La destruction progressive de la forêt avait déplacé de nombreux animaux. Les serpents se réfugiaient fréquemment dans les piles de bois, sous les réserves de matériel ou sur les zones ombragées bouleversées par les machines. Vers 9h15, Marcos travaillait à quelques mètres devant le reste de son équipe. Son partenaire s'était éloigné pour utiliser des toilettes portatives, le laissant seul près de la pile. Plusieurs planches avaient bougé pendant la nuit. Il fallait les remettre en place avant que les machines puissent passer. Sans examiner complètement les interstices entre les morceaux de bois,
Marcos tendit la main vers une ouverture étroite afin de déplacer l'une des planches. Sa main droite pénétra dans la partie sombre de la pile. Le maître de la brousse est le plus long serpent venimeux des Amériques. Cette vipère au corps massif peut dépasser 2,40 m. Elle possède des fossettes thermosensibles qui lui permettent de repérer les animaux à sang chaud, même dans un espace sombre et resserré. Son venin est principalement hématotoxique. Il endommage les tissus et les vaisseaux sanguins tout en perturbant les mécanismes de coagulation. Le maître de la brousse est généralement nocturne et discret, mais lorsqu'il est dérangé à très courte distance, surtout si ses voies de fuite sont limitées, il peut frapper pour se défendre. Un de ces serpents s'était réfugié au cœur de la pile après la destruction de son habitat environnant. Il était étroitement enroulé entre les planches et totalement invisible depuis l'extérieur. La main de Marcos passa à quelques centimètres seulement de sa tête. Le serpent frappa immédiatement. Sa tête jaillit vers l'avant et ses crochets s'enfoncèrent profondément dans la main de Marcos. Le contremaître poussa un cri et arracha son bras de l'ouverture. Le serpent lâcha prise, puis se replia plus profondément entre les planches. Du sang commença presque aussitôt à couler des perforations. Le dos de la main gonfla rapidement. Marcos s'éloigna en titubant de la pile de bois, serrant sa main blessée contre lui. En quelques minutes, l'œdème devint très marqué. Une douleur intense remonta le long de son avant-bras. La peau autour de la morsure s'assombrit à mesure que le sang se répandait sous la surface. Les autres ouvriers accoururent. L'un d'eux plaça un garrot improvisé au-dessus du coude. Cette réaction était fréquente sur les chantiers isolés, même si les recommandations médicales déconseillaient l'usage d'un garrot après la morsure d'une vipère. L'hôpital le plus proche capable de traiter une envenimation se trouvait à 87 km. On ne pouvait l'atteindre qu'en empruntant des pistes accidentées avant de rejoindre la route principale. 3 ouvriers installèrent Marcos à l'arrière d'une camionnette et partirent en direction de l'hôpital. Le véhicule dut franchir des ornières profondes, des portions couvertes de gravier instable et des zones encombrées par la circulation du chantier. Les hommes essayaient d'aller vite, mais les secousses constantes risquaient d'aggraver les blessures de leurs collègues. Environ 30 minutes après la morsure, Marcos se mit à vomir à plusieurs reprises. Du sang apparut sur ses gencives et sous son nez, signe que le venin perturbait la coagulation. Ses vêtements se tachèrent de rouge. Sa peau devint pâle tandis que sa pression artérielle chutait. Le gonflement continua de remonter le long de son bras, limitant ses mouvements et rendant la douleur encore plus forte. À mesure que le trajet se prolongeait, Marcos s'affaiblissait. Environ 1h30 après la morsure, il perdit connaissance. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Malgré les efforts des ouvriers pour atteindre l'hôpital, Marcos mourut dans la camionnette avant leur arrivée. Son décès fut attribué à une envenimation généralisée et à un choc hémorragique provoqué par la morsure. Les autorités ouvrirent une enquête. Les inspecteurs relevèrent plusieurs manquements concernant la gestion des risques liés aux animaux sauvages, la préparation aux situations d'urgence et les moyens médicaux disponibles sur le chantier. L'entreprise de construction reçut une amende. Elle dut également mettre en place de nouvelles mesures de protection médicale, notamment un accès à des antivenins sur le site et la présence de personnel formé pour intervenir. Le chantier fut suspendu pendant 6 semaines, le temps d'appliquer les mesures correctives. Le 14 juin 2013, le calme régnait dans un quartier résidentiel situé à l'extérieur de Durban, dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal. Sibusiso Dlamini avait 52 ans. Très connu dans sa communauté, il intervenait bénévolement pour capturer les serpents trouvés dans les maisons et les jardins avant de les relâcher ailleurs. En plus de 15 ans, il avait déplacé plus de 200 serpents dans les environs. Il ne demandait jamais d'argent et considérait cette activité comme un service rendu à la population. À cette époque, la législation sud-africaine n'exigeait aucune certification officielle pour les particuliers qui manipulaient des serpents. L'équipement de Sibusiso reflétait ce statut informel. Il possédait un crochet d'environ 90 cm, un sac en toile et d'épais gants de travail en cuir. À 5 reprises, il avait déjà été appelé pour capturer des mambas noirs. Chacune de ces interventions s'était terminée sans blessure. L'appel arriva vers 15h15.
Une propriétaire, Madame Annelie van der Merwe, expliqua que ses enfants avaient découvert un grand serpent dans leur garage. D'après la taille et la couleur décrites, Sibusiso soupçonna immédiatement la présence d'un mamba noir. Il parcourut environ 18 km pour rejoindre la maison. À son arrivée, Madame van der Merwe lui expliqua que son plus jeune enfant avait aperçu le serpent enroulé dans le fond du garage. Sibusiso observa la situation depuis la porte ouverte. Le serpent était visible à environ 4 mètres à l'intérieur. Son corps gris-brun se dissimulait partiellement derrière des objets entreposés. Ses proportions indiquaient un spécimen de grande taille, estimé entre 2,70 m et 3 mètres. Madame van der Merwe et ses enfants retournèrent dans la maison pendant que Sibusiso se préparait à entrer dans le garage. Il leur indiqua que l'intervention serait rapide. Il pénétra dans la pièce avec son crochet et son sac. Le sac pendait à son épaule gauche. De la main droite, il tenait le crochet tendu devant lui. Le serpent restait enroulé et vigilant. Sa tête suivait chacun de ses mouvements. Sibusiso se plaça à environ 1 mètre de l'animal. Puis il avança lentement le crochet vers le milieu de son corps. Le mamba noir est le plus long serpent venimeux d'Afrique. Il atteint couramment entre 2,40 m et 3 mètres. Malgré son nom, son corps est généralement gris ou brun. Le mot noir désigne la couleur sombre de l'intérieur de sa gueule. Le mamba peut se déplacer à une vitesse remarquable. Son venin neurotoxique est extrêmement puissant. Il perturbe la transmission des signaux nerveux et provoque une paralysie progressive, touchant notamment les muscles nécessaires à la respiration. Le mamba noir n'est pas naturellement agressif, mais lorsqu'il ne dispose plus d'une voie de fuite, il peut frapper pour se défendre avec une rapidité foudroyante. Lorsque le crochet toucha son corps, Sibusiso commença à le soulever doucement. Le mamba réagit instantanément. Son corps se tordit le long du crochet, ce qui lui permit de ramener la tête en direction de l'homme. La première morsure atteignit le côté droit du cou de Sibusiso. Avant qu'il puisse reculer, le serpent frappa de nouveau. Ses crochets pénétrèrent cette fois dans l'avant-bras gauche. Une troisième attaque suivit immédiatement et toucha son épaule droite. Toute la séquence ne dura que quelques instants. Le serpent retomba ensuite sur le sol. Il se glissa dans un espace sous la porte du garage et disparut. Sibusiso recula en titubant, puis sortit. Du sang était visible sur son cou à l'endroit de la première morsure. La gravité de la situation était évidente. Une morsure près de vaisseaux sanguins importants permet au venin de se diffuser très rapidement dans tout l'organisme. Sibusiso s'assit contre le mur extérieur et demanda à Madame van der Merwe d'appeler une ambulance. En quelques minutes, les premiers symptômes apparurent. Sa salivation devint excessive et il sentit un goût métallique dans sa bouche. Sa paupière gauche commença à tomber. Avaler devint difficile. Sa parole se fit de plus en plus pâteuse à mesure qu'il perdait le contrôle de ses muscles. Un voisin médecin arriva et resta auprès de lui. Il surveilla son état en attendant les secours. Environ 8 minutes après les morsures, la respiration de Sibusiso devint laborieuse. Chaque inspiration était courte, superficielle et exigeait un effort visible. Il avait de plus en plus de mal à parler. Son champ de vision se rétrécissait, tandis que le manque d'oxygène s'aggravait. Une ambulance arriva peu après. Les ambulanciers lui administrèrent de l'oxygène et préparèrent immédiatement son transport. Ils reconnurent les signes d'une envenimation neurotoxique grave. L'antivenin ne fut pas administré sur place. Il devait être préparé afin d'être injecté dès l'arrivée à l'hôpital. Sibusiso fut conduit vers l'établissement le plus proche, situé à moins de 10 minutes. À son arrivée, l'équipe des urgences lui administra l'antivenin et le plaça sous ventilation mécanique. Malgré un traitement intensif, comprenant des doses supplémentaires d'antivenin et un soutien cardiovasculaire, sa fonction respiratoire continua de se détériorer. Son cœur finit par s'arrêter. Sibusiso fut déclaré mort à 16h02, environ 45 minutes après les premières morsures. L'examen postérieur au décès confirma une grave atteinte neurotoxique ayant entraîné une insuffisance respiratoire. L'enquête conclut également que son équipement n'était pas adapté à la capture d'un grand mamba noir dans un espace aussi restreint. Le sac en toile ne constituait pas un contenant rigide. Quant au crochet,
Sa longueur ne lui laissait qu'une marge de sécurité très limitée. Après le drame, les autorités rappelèrent que la capture de serpents extrêmement venimeux exigeait une formation appropriée et du matériel spécialisé.